Et j'appelle maintenant Philippe Mar à faire la prochaine communication. Oui, oui, ben c'est logiquement, si tu veux être libre à 5 heures. Vas-y, vas-y. Non, tu veux qu'on fasse... Je pensais qu'on faisait d'abord Xavier. Oui, oui. Alors, Xavier Martin. Donc, sur un problème important qui est le problème de réfléchir sur le financement de la simulation chirurgicale. Dans la mesure où vous savez que dans le cadre de la réforme de l'ES, celle-ci a été fortement proposée et incitée à être réalisée, et qu'il est important de définir un peu une charte de comment on peut financer pour éviter le problème qu'il y a eu régulièrement en médecine, où on disait faites ceci, mais on ne vous donne pas le financement, trouvez le financement. Puis une fois que les médecins avaient trouvé le financement, on disait ah oui, mais vous avez été chercher le financement en industrie, donc il y a un conflit d'intérêts, donc ça ne marche pas. Donc il faut établir une charte de comment on peut financer la simulation chirurgicale, car ça devient urgent. Je vous rappelle que ça fait 1 an que la réforme est passée dans les faits, et que la simulation chirurgicale, il y a plusieurs endroits qui ne sont pas encore forcément au point. Merci beaucoup François. Donc effectivement, le financement de la simulation, c'est un problème. D'abord, bon, vous savez tous ce que c'est que la simulation. C'est une méthode qui est active, donc l'étudiant fait quelque chose, il n'est pas passif, expérientiel, donc il va construire au fur et à mesure de séances une expérience personnelle dans un contexte immersif, donc il va le placer dans un milieu qui est le plus réel possible, et donc qui va l'intéresser, qui va lui susciter un intérêt, bien plus que s'il est à la bibliothèque pour apprendre sur un manuel. Donc c'est parfaitement adapté à l'apprentissage par compétences, et la réforme du 3e cycle, c'est plutôt des compétences que des connaissances qu'on recherche. On a le droit à l'erreur, et on peut avoir des enseignements pluriprofessionnels. En 2 mots, la simulation, elle peut être technique, donc apprendre une intervention chirurgicale, et on peut utiliser des simulateurs organiques, exemple des pièces anatomiques, c'est parfaitement adapté aux orthopédistes par exemple, qui ont besoin de repères osseux pour placer des prothèses ou des matériels, des modèles animaux, le porc par exemple, ou le rat, qui sont très utilisés en chirurgie viscérale, chirurgie vasculaire, et des simulateurs synthétiques qui peuvent être très simples, basse fidélité, une peau artificielle pour apprendre à faire des sutures, ou haute fidélité avec des appareils de réalité virtuelle qui n'ont pas de retour de force, donc qui sont parfois très réels sur le plan de l'imagerie, mais qui sont peu réels sur le plan du retour de force, ou des laparotraîneurs, qui sont également des outils qui sont largement utilisés. À côté de ça, il y a la simulation comportementale, relationnel, c'est-à-dire savoir comment un chirurgien doit se comporter devant une annonce particulière ou devant un problème de gestion de conflit dans une équipe. Alors, toutes ces méthodes, vous les avez tous vues déjà, et elles sont déjà largement utilisées dans nos universités. Alors, est-ce que c'est nouveau? C'est pas vraiment nouveau. La chirurgie expérimentale, c'est une certaine forme de simulation qu'on fait maintenant, mais elle était organisée différemment. Les dissections en anatomie, le compagnonnage, maintenant, finalement, c'est une méthode facilitatrice, on appelle ça de la charge cognitive, mais c'est ce qui permet aux étudiants d'apprendre par inhibition en voyant ce qu'ils font, au même titre qu'on peut voir aussi, par exemple, une vidéo est une sorte de méthode facilitatrice pour l'apprentissage. Mais la simulation, on l'a améliorée par rapport à ce que ça pouvait être auparavant, en la systématisant pour avoir une séquence où on expose l'étudiant, ensuite on fait ce qu'on appelle un débriefing, une réunion de synthèse après la simulation pour avoir le retour d'expérience. Cette méthode, on veut la généraliser, d'une part parce qu'il y a une nécessité de standardisation des enseignements. L'enseignement n'est pas partout pareil en France. On parlait tout à l'heure d'uniformiser la qualité de la santé. Mais pour l'enseignement, on s'aperçoit que dans certaines villes, on est excellent en gynéco, mais moins bon en ORL, etc. Il y a un plus grand nombre d'étudiants, par rapport au plus bas du numerus clausus, on a 2,3 fois plus d'étudiants, donc plus d'internes, etc.
On reçoit un certain nombre d'étudiants étrangers qui ont suivi un cursus différent, et donc ceux-là, ils ont besoin aussi d'être remis à niveau ou d'être testés également. Et puis l'évaluation, la simulation permet une certaine forme d'évaluation. Alors ça, c'est le décret du 3e cycle, et qui nous dit qu'il faut utiliser des méthodes de simulation comprenant les techniques organiques, synthétiques, etc. Alors, quand on rentre dans cette démarche, il faut évaluer les besoins. Évaluer les besoins, alors c'est pas très facile. Ces évaluations ont été faites au niveau des spécialités, au niveau des collèges, au niveau de certaines enquêtes. Le CNCEM également est en train de faire une enquête par rapport aux besoins de simulation avec le CIDES. Alors combien ça coûte? D'abord, si on veut savoir combien ça coûte, il faut savoir ce qu'on va faire, donc évaluer un programme. Le programme, c'est la compilation d'un certain nombre de gestes qui, par leur fréquence, qui, par l'importance des complications, doivent susciter le fait qu'ils sont absolument maîtrisés par les étudiants. Donc il faut faire une sorte de référentiel de sa spécialité dans tous les domaines de la spécialité. Alors le Collège français de chirurgie, je pense qu'il est un exemple, parce qu'il a vraiment fait un référentiel de toutes les techniques, ce que doit savoir un interne, de façon tout à fait progressive par rapport à son cursus. Une fois qu'on a défini ce qu'on veut apprendre à l'étudiant, il faut définir les modèles, en sachant qu'aucun des simulateurs utilisés n'a toutes les vertus. La pièce anatomique n'a pas le réalisme par rapport à la pièce vivante. Le simulateur de réalité virtuelle n'a pas le retour de force. Le laparotraîneur n'a pas la réalité qu'on pourrait attendre, mais il a un retour de force, etc. Donc c'est une association finalement dans le cursus de l'étudiant de différentes méthodes de simulation et puis de charges cognitives, c'est-à-dire de compagnonnage, de visionner des vidéos dans certaines conditions permet aussi d'acquérir des compétences au plan chirurgical. Définir le temps enseignant nécessaire. Alors j'ai regardé pour notre CHU Lyon, que je connais relativement bien. On a un certain nombre d'étudiants, on a beaucoup de chefs de clinique, on a beaucoup de PU, mais finalement ces PU ils sont déjà très impliqués en clinique et en enseignement, mais finalement si on voulait appliquer le programme tel qu'il est sur le décret, il faudrait un certain nombre d'universitaires en plus que j'ai évalué vraiment de façon très restrictive à 10 ETP, parce que bien évidemment, ce n'est pas un seul ETP qui va faire l'enseignement de l'ophtalmo, de l'ORL, etc. Donc 10 ETP, c'est en cumul de temps, mais donc ça ferait fatalement plus, et on peut se poser la question si le CHU ne pourrait pas ou libérer des enseignants, ou créer des postes d'assistants spécialistes pour que les enseignants qui sont nommés puissent faire réellement de l'enseignement. Également définir le temps personnel nécessaire à un programme de simulation, et pour une faculté comme Lyon, une école de chirurgie avec 4,5 ETP, on a déjà une masse critique relativement importante. Alors si on regarde combien coûte une école de chirurgie, sur le plan du foncier, il me semble très important que l'école de chirurgie soit dans l'environnement d'un laboratoire d'anatomie. Donc pour avoir un laboratoire avec les chambres froides, tous les dispositifs d'air conditionné, etc. Bon, à Lyon, ça a coûté il y a quelques années 1,5 million d'euros. Si on veut avoir l'accès aux animaux, il faut une animalerie. Alors je ne pense pas qu'il y ait en France beaucoup d'endroits où il y a une animalerie juste pour les écoles de chirurgie. En général, c'est une animalerie dans le cadre de la recherche qui sert également à héberger des animaux pour l'école de chirurgie. Donc ça, il n'y a pas de coût facilement définissable. Ensuite, l'équipement. Alors l'équipement, les colonnes les colonnes vidéo et d'endoscopie sont nécessaires pour beaucoup de spécialités, de l'ORL à la neurochirurgie, à la chirurgie digestive, neurologie vasculaire. Donc 5 colonnes, ça paraît utile pour une faculté où on forme environ 50 étudiants en chirurgie par an, incluant les gynécos, les ophtalmos et toutes les spécialités chirurgicales. Des simulateurs de réalité virtuelle
En laparoscopie, en ORL, c'est ce dont on dispose à Lyon, 180 kg, des simulateurs d'endovasculaire, une plateforme de microchirurgie, ça sert pour l'ORL, ça sert pour l'orthopédie, ça sert pour la neurochirurgie, ça sert pour la chirurgie plastique. Tout ça, on a besoin de faire des investissements parce que c'est mutualisé. Donc 180 000 €, le matériel chirurgical. Si on utilise des animaux, il y a des coûts induits importants dans tout ce qui concerne l'anesthésie de l'animal, le monitoring péropératoire, c'est pratiquement comme dans un bloc opératoire et c'est assez onéreux. Donc il faut quand même 900 000 € pour avoir un nombre d'instruments, d'outils qui permettent de faire l'enseignement sur l'ensemble des spécialités. En termes de fonctionnement, c'est environ 300 kg, rien que pour la partie chirurgicale, on ne parle pas de tout ce qui est la simulation en médecine, en réanimation, etc. Là, je me suis concentré sur l'école de chirurgie, donc c'est quand même une somme relativement considérable. En face de ça, on a un certain nombre de financements qui existent. Alors, le financement par l'université, grâce aux inscriptions. Les étudiants payent assez cher leur inscription en DES, de l'ordre de 500 €, dont 350 €, hormis les frais de médecine scolaire, etc., universitaire. Donc il reste 350 € par étudiant, donc ça fait quand même une enveloppe qui est relativement importante, mais toutes les facultés ne vont pas flécher cet argent sur les spécialités chirurgicales. Souvent ça part dans un pool commun dont on ne voit jamais la couleur. La mise à disposition d'enseignants et de personnel support, donc on parle de personnel support technicien, donc 190 kg € par an. Et puis dans notre université, on a chaque année certains crédits qui s'ajoutent, des crédits comme des reliquats du DPC pour environ 250 kg € par an. On a eu la chance à Lyon d'avoir un programme du ministère de l'Enseignement et de la Recherche de 4,5 millions d'euros pour mettre en place la simulation, mais dans tous ses aspects, en médecine, en réanimation et en chirurgie également, et puis également dans toutes les disciplines paramédicales. Et donc ça nous a permis de faire un démarrage pour le foncier, pour l'équipement initial. Les collectivités locales peuvent donner, mais en général c'est du one-shot, c'est pour compléter le budget pour un bâtiment, mais ce n'est pas pour du fonctionnement. Alors, il y a également une source de financement qui n'est pas négligeable, mais qui n'est pas extrêmement importante, c'est les formations qu'on peut faire dans les écoles de chirurgie. Donc on a des formations de DPC qui nous rapportent 25 kg € par an, et puis des formations avec l'industrie. L'industrie, un fabricant de matériel, va vouloir montrer à certains chirurgiens son nouveau bistouri électrique, son nouveau laser, et on peut organiser des sessions, mais il ne faut pas croire que c'est si facile que ça de faire du chiffre d'affaires à ce niveau, et globalement ça fait à peu près 100 kg € pour notre institution. Donc, alors, il y a d'autres possibilités. Les sociétés savantes. L'orthopédie, on l'a vu déjà, avec une société de simulateurs, eu l'occasion d'avoir un prêt, ça n'a duré qu'une année, et a pu faire transiter dans différents centres hospitaliers un simulateur pour faire un programme de simulation d'arthroscopie. L'ophtalmologie, également la Société française d'ophtalmologie, a le même technique. Le problème de ces initiatives, c'est souvent qu'elles ne sont pas pérennes, parce que c'est à l'occasion d'un prêt de matériel, mais bon, ça ne dure qu'un temps. Mais l'intérêt, c'est qu'au niveau d'une société savante, qui est souvent en contact avec les fabricants d'instruments, ça peut être le rempart de tout ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Si c'est la société savante qui dispense l'enseignement avec les crédits qu'ont donnés différents industriels, là le conflit d'intérêts disparaît. La NFH, qui est un organisme paritaire qui gère les fonds de la formation continue dans le domaine de la santé, qui prélève 0,7% du budget salarial de l'ensemble des établissements de santé, donc c'est vraiment considérable, peut éventuellement servir, mais là on est dans la formation initiale pour les internes, et la FNH,
L'ANFH, c'est de la formation continue, mais on peut profiter d'acquérir quelques matériels par ce biais dans le cadre du fonctionnement de la formation continue. Les compagnies d'assurance, éventuellement, peuvent assurer un appoint. Ça existe un petit peu en France. Le cabinet Branchet investit un peu, mais ce n'est pas des programmes systématisés, c'est vraiment des programmes qui sont faits spécifiquement pour eux. Les ARS pourraient parfaitement, ou les CPAM, au vu des bénéfices, pas des bénéfices, mais du moindre coût dû à l'amélioration, à la baisse de la mobilité, peuvent éventuellement assurer, mais jusqu'à présent, c'est des appels d'offres qui sont très limités, qui peuvent réaliser. Donc, en conclusion, le financement, il est quand même assez important. Donc, une ville comme Lyon, 2 millions d'investissements, plus 900 de foncier, 900 000 de matériel et 300 000 par an de fonctionnement. C'est assez important, mais c'est quand même pas inatteignable. Il y a une nécessité de partage de moyens. Alors, dans les régions, il y a des CHU d'importance différente. Et il est évident qu'il n'y a pas de sens de faire des plateaux techniques très équipés dans tous les endroits en France. Donc, partage des moyens. Faut-il financer les déplacements des étudiants si on dit qu'il y a un plateau technique dans telle ville? Il faut également céder des centrales d'achat public qui peuvent permettre d'avoir du matériel à meilleur prix. Il y a surtout une nécessité de coordonner les programmes, car on est dans un système de plusieurs entrées, avec d'une part les spécialités et leurs programmes, et d'autre part les universités, qui eux doivent gérer les programmes de toutes les spécialités. Et une dernière chose, c'est que ce n'est pas le simulateur qui forme l'étudiant, c'est l'enseignant, et on est toujours à chercher. Moi, je vois souvent des enseignants qui parlent, qui disent « j'ai besoin de simulateurs ». On a surtout besoin d'enseignants qui, éventuellement, font marcher les simulateurs et qui enseignent aux étudiants. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et réellement, les bons programmes en France viennent des endroits où il y a une personne responsable dans la faculté pour s'occuper de l'enseignement et qui peut coordonner l'ensemble des enseignants. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà. François Richard m'a demandé de faire un très court complément sur le lien d'intérêt, le conflit d'intérêt éventuel, à la très belle communication de Xavier, qui a fait un panorama complet de ce que coûte la formation des chirurgiens, formation initiale, formation continue. Alors, la formation, dont je reprends très vite, nécessite pour son financement un équilibre entre 3 types de financement. Le financement public, il a beaucoup développé, l'université, les hôpitaux, les régions, les départements. L'autofinancement qui est très important, mais modeste dans ces quantités, qui est l'organisation de stages pour le personnel, pour les chirurgiens. Enfin, le financement privé. Le financement privé peut venir soit des industriels, soit des assureurs. Alors, dès qu'on parle de financement privé, on a peur de dire des gros mots et on a peur du lien d'intérêt. Le lien d'intérêt est un fait, ce n'est pas du tout quelque chose de répréhensible. Il est inhérent à toute activité humaine. Chacun est lié à l'activité qu'il exerce. Il est de déclaration obligatoire, il n'interdit pas l'exercice de l'activité naturellement, mais il nécessite que l'analyse et la confrontation de ce lien avec l'activité pour déterminer pour cette activité une éventuelle source de conflit. Alors il a été très étudié bien sûr dans le Code de la santé publique, dans le Code de la sécurité sociale, dans le guide de la déclaration d'intérêt et des conflits d'intérêt de la Haute Autorité de Santé datant de 2013. Alors, les 3 phrases qui suivent viennent de ces recommandations de la Haute Autorité de Santé.
il existe un lien d'une certaine intensité appliqué à une activité déterminée qui peut entraîner un conflit. Ce lien peut entraîner un conflit au moment où l'activité est exercée. Enfin, il faut différencier le lien d'intérêt majeur qui peut poser un réel problème et le lien d'intérêt mineur dans l'analyse du risque. L'ancienneté, la régularité, le domaine d'expertise, les avantages identifiés de ce lien sont à prendre en compte naturellement et sont très importants. En conclusion, la prévention du risque de conflit d'intérêts et la prévention du risque en chirurgie sont deux conséquences comparables et indispensables de l'activité humaine. Elles sont à envisager de la même manière, à étudier de la même manière et à prévenir de la même manière. Je vous remercie. Alors, avez-vous des questions à poser à Philippe ou à Xavier après qu'Olivier vienne dire un petit mot en tant qu'intervenant sur ce problème du financement ou des règles de financement de la simulation chirurgicale. Alors, je voudrais d'abord remercier Xavier Martin pour son implication sans faille sur ce sujet et l'Académie de chirurgie, au travers de son président pour l'invitation. On voit bien qu'on ne part pas de rien en termes de simulation. Il y a des expériences individuelles qui sont tout à fait remarquables, mais c'est aussi remarquable de constater qu'il n'y a eu aucune avancée coordonnée de la simulation à l'échelle nationale en France, alors que la nécessité, et non pas l'opportunité, d'une formation par simulation est affirmée dans tous les techniques depuis plus de 10 ans, que des mesures ont été mises en place depuis près de 20 ans, notamment aux États-Unis et dans les pays nordiques, et que la simulation existe et est très performante dans d'autres secteurs techniques ou industriels en France. Alors si on prend ces points, nécessité et non pas simplement opportunité de la simulation, la première fois qu'on le voit clairement écrit en particulier, c'est le Conseil national de la chirurgie en 2006, lorsqu'il avait fait son rapport sur l'évaluation de la sécurité, de la qualité et de la continuité des soins chirurgicaux dans les petits hôpitaux. Et depuis, cette notion a été reprise dans pratiquement tous les rapports, soit celui de la HAS, soit celui de la Cour des comptes, de la Conférence des doyens, de l'IGAS, de l'IGA-EMR, du Haut Conseil pour l'alimentation de maladie. Et, tu l'as dit, dans le décret et l'arrêté de la réforme du 3e cycle, qui prévoit une demi-journée de formation en autonomie supervisée et cette formation par simulation, on voit bien que la façon de sanctuariser ce temps de formation, c'est de faire en sorte qu'il soit fait dans le cadre de la simulation. Aux États-Unis et pays nordiques, ces mesures ont été mises en place depuis plus de 20 ans et ça répondait à un triple objectif. Premièrement, la réduction du temps de formation des étudiants qui obligeait à former en dehors du temps en dehors des services, la baisse de l'attractivité des filières chirurgicales et la volonté des pouvoirs publics de réduire le nombre d'erreurs médicales. Erreurs médicales qui ont été évaluées là-bas dès 1999 dans un rapport qui s'appelait L'erreur est humaine, qu'ils estimaient entre 50 et 100 000 par an aux États-Unis, de décès, et dans un rapport public, une enquête publique qui a été faite de la publique au Royaume-Uni en 1998. Et parmi ces erreurs, pour ce qui concerne la chirurgie, il y a l'article de Annals of Surgery de 2007 qui estimait que dans le domaine chirurgical, la moitié de ces erreurs étaient d'ordre technique. Et c'est d'ailleurs sur cette notion de technicité à acquérir que la FDA s'est appuyée il y a 15 ans pour autoriser la prolongation d'une étude de prospective contrôlée qui comparait la chirurgie et la radiologie interventionnelle dans la chirurgie carotidienne, a proposé d'élargir cette étude à des centres non experts, sous réserve d'une formation préalable des praticiens à la formation par simulateur pour cette technique interventionnelle. Autrement dit, une agence de santé nationale, la FDA, s'approprier la démarche, c'est-à-dire qu'il existait un message clair et politique pour le développement de cette simulation. Et troisième point, la simulation existe et est très performante dans d'autres secteurs français, le milieu aéronautique, l'industrie nucléaire, les transports, et il n'y a jamais eu de problème de financement de cette simulation, et ça a d'ailleurs été une source de revenus secondairement, à la fois à l'échelle nationale et internationale. Donc on sent bien qu'il y a une volonté et une nécessité de changement, mais qu'il y a en même temps, en France, ce changement n'a pas encore réussi. Alors quelles en sont les causes? Première, c'est la notion de financement qui est la principale cause qui est actuellement avancée. Je ne suis pas convaincu que ce soit la principale cause. D'abord parce qu'on vient de le voir,
Ça n'a jamais été un problème dans d'autres secteurs que le secteur médical. Et ensuite, parce que les mauvaises pratiques ont été évaluées fin août par le directeur général de la Caisse nationale de maladie à 40 milliards d'euros par an en France. 40 milliards d'euros. Ou alors ce serait reconnaître qu'il y a un double paradoxe et une double pénalisation, car d'un côté, il a été estimé que le surcoût de la formation dans un bloc opératoire, dans une structure clinique d'un interne aux États-Unis, ça c'était il y a 20 ans, c'était de l'ordre de 13 000 $ par interne et par an, et probablement c'est plus élevé aujourd'hui, alors que dans le même temps, on demande aux enseignants d'augmenter la rentabilité de leur activité, c'est-à-dire qu'on demande de réduire le coût hors formation sans compenser le surcoût lié à la formation, et c'est ce qui, l'exemple que certains d'entre vous connaissent peut-être, d'un chef de service de chirurgie, de gynécologie obstétrique dans un centre qui est un centre expert européen, qui est en train d'aider un interne sur une intervention, et un des directeurs descend en bloc en disant « mais pourquoi vous aidez l'interne, vous ne rentabilisez pas le bloc ». Et puis, alors que le projet de loi de finances de la sécurité sociale, le dernier, pour 2020, prévoit à partir de 2020 une pénalité en cas de non-respect de la qualité. Donc il faut augmenter la qualité et la sécurité, il faut augmenter la rentabilité, mais on prendra en compte le surcoût de la formation à cette amélioration de qualité. Deuxième cause possible, c'est la perception que les gens ont de l'assimilation. Certainement, il y a un effet vitrine, et c'est d'ailleurs pas un hasard si les universités ou des UFR dirigées par des personnalités politiques se sont dotées assez tôt d'un centre de simulation. Mais parfois, il s'agit d'une simple vitrine, certains de ces centres étant des coquilles partiellement vides, qui ne reposent que sur des individualités et qui périclitent dès que ces individus partent. Donc, assez précaire comme système. Et le second problème est qu'il apparaît aussi l'absence de hiérarchie des attentes ou des priorités de simulation. Et c'est très compliqué pour un enseignant ou pour un étudiant de se retrouver dans quelque chose qui sera un dénominateur commun. Et donc, certains voudraient qu'elles soient partagées dans toutes les formations en santé. De façon très concrète, chacun perçoit bien que la simulation est bénéfique pour toutes les spécialités. Les atteintes ne sont pas les mêmes. J'ai récemment fait une enquête auprès des présidents de collège de spécialité chirurgicale en demandant où est-ce que vous avez de la simulation. Ils disent c'est un manque important dans certaines subdivisions, certaines spécialités, pour la partie technique. Et je leur demandais, mais par exemple, l'apprentissage de leadership au bloc opératoire, ils disent mais ça, c'est quelque chose qui s'apprend dans le service clinique. Et donc, au fond, ce que les médecins attendent, cette formation comportementale qui est leur priorité, n'est pas la priorité de ce qui apparaît pour les chirurgiens. Et je vous rappelle que dans ce déséquilibre, en quelque sorte, entre les spécialités médicales et chirurgicales, les étudiants dans la spécialité chirurgicale ne représentent que 10% des étudiants du troisième cycle. Troisième point, ce retard est-il lié à des difficultés techniques ou technologiques? Ça peut être le cas par le passé, mais ce n'est plus le cas actuellement. Que ce soit par les simulateurs qui sont des simulateurs maintenant de très haute performance pour la formation par laparoscopie, ni sur les modèles tels que ceux que propose Jean-Pierre Richet à Poitiers, qui sont sur les modèles par laparotomie. Quatrième point, est-ce que c'est lié à une multiplicité des intervenants? Là, je crois que très certainement oui, et c'est peut-être la principale raison de l'échec relatif d'une démarche un peu nationale de la simulation. On peut lister rapidement ceux qui sont ou devraient se sentir impliqués de plus ou loin. Il y a les deux ministères, enseignement supérieur et santé. Il y a les doyens et les présidents d'université. Il y a les directeurs généraux de CHU, ceux de CH, et pourquoi pas dire aussi ceux de spécialisation privée. Et il y a les ARS, même si elles ont récemment rappelé qu'elles ne sont pas des open bars et que leur priorité est la gestion de flux sanitaires et de la population qui prennent en charge. Mais chacun de ces intervenants a ses propres priorités actuelles, dans un calendrier extrêmement contraint qui s'est accéléré avec les annonces du président de la République, la réforme des études de santé, la réforme du bac, la réforme du post-bac, la stratégie de transformation du système de santé, la réforme des CHU, et ça ne va pas s'arranger. Et dans ce climat d'agitation autour de ces réformes et dans le cadre de pressions financières qui s'accroissent, on sent bien que les tensions s'exacerbent et que les oppositions entre ces intervenants qui nous mettent ensemble se cristallisent, notamment entre les UFR et les universités, entre la DGOS et l'enseignement supérieur, entre les directions hospitalières et les praticiens, avec notamment un courrier qu'ont récemment écrit les directeurs d'hôpitaux Agnès Buzyn, dans lesquels ils se plaignent des agressions verbales et parfois physiques auxquelles ils sont soumis, dans un contexte de directeur de machine, et notamment le fait que la prime territoriale également, qui est accordée aux praticiens, n'aurait pas encore été accordée. Et puis la multiplicité des échelles géographiques,
avec l'autonomie des UFR, alors que le chef géographique de la formation est devenu régional pour pratiquement toutes les spécialités, et parfois même national pour les spécialités à faible effectif qui sont surreprésentées en chirurgie. Je conclurai par les perspectives. J'assiste à une conférence du professeur Jean-François Denef, qui est ancien président de la Société internationale francophone d'éducation médicale, sur la résistance au changement. Si j'extrapole ce qu'il a dit à l'assimilation en chirurgie, j'en déduis que petit 1, le projet de changer n'est pas encore élaboré, car les dirigeants que l'on a cités un peu plus tôt n'ont pas encore entamé la planification et la communication, et que la décision de changer n'a finalement pas encore été prise. Deuxièmement, les indifférents sont toujours prioritaires. Alors, ce qu'on appelle indifférents, ce sont ceux qui sont pour le changement, mais qui considèrent que c'est trop tôt, trop tard, trop cher, ou pas assez. Pas assez ambitieux, pas assez fédérateur. Donc, ils sont encore prioritaires, cela. Troisièmement, il n'y a pas de vision où elle change en cours de route. Et quatrièmement, ce changement n'est pas ancré dans la culture de l'institution. Alors, que faudrait-il pour que ce changement puisse réussir? Premièrement, une approche systémique et non pas fragmentaire. Deuxièmement, impliquant tous les partenaires dès la phase de conception, les enseignants, les étudiants et les structures administratives de tutelle. Et puis une stratégie de type gestion de projet, basée sur le rôle central de leader. Beaucoup sont prêts individuellement, y compris au ministère de l'Enseignement supérieur. Le problème est que chacun est un peu autour du cercle et que personne ne veut faire le premier pas, de peur que ce soit le seul à être amené à financer cette politique. Donc il manque très clairement un message unique de toutes les parties concernées, et je crois que vraiment l'ANC, par sa transversalité, a toute sa place pour aider à porter ce message. Merci Olivier. Donc, deux questions. Oui. Oui, je voulais vous féliciter pour cette présentation de 3. Ça pose deux problèmes que je voudrais évoquer en tant que vice-président de l'Internat de Paris, puisque notre association a créé une bourse commune avec les chefs de clinique, qui va être supprimée cette année parce que les chefs de clinique n'ont plus de sous. Et on a une bourse de recherche de 40 000 € dont on va discuter le 17 décembre de notre réemploi. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui est fait à Paris pour cette formation, parce que Lyon, vous avez l'air d'être très en avance, et à Paris, tout parisien que je suis, je ne sais pas ce qui a été fait. Ça, c'est ma première question. Et ensuite, je voudrais faire une observation. Tu veux répondre, Olivier, ou... Bon, Paris est en retard au niveau de l'école de chirurgie qui existait, pour des raisons de stratégie où ils n'ont pas cru au départ à la simulation et ils croyaient aux cadavres et aux animaux, et en plus de ça, des bagarres parce qu'il y avait des structures privées qui fonctionnaient bien et que la structure publique ne fonctionnait pas bien, donc c'est évidemment le fait que les structures privées fonctionnaient bien qui faisait que la structure publique ne fonctionnait pas bien. Donc, Paris est en retard, manifestement. Actuellement, c'est Lyon, c'est Strasbourg, c'est Nice, c'est Nancy, c'est Poitiers. Oui, pardon. À Descartes, il y a Illumas, qui est quand même un... Mais Illumas, c'est pas chirurgical. Illumas, c'est 95% de médical. Ça peut s'associer, ça. Oui, mais je voudrais dire à notre compagnie que notre association des anciens internes de Paris sont à disposition, dans le cadre des finances que nous avons une assez grosse réserve financière, si un projet se mettait en place. C'est la première observation. Parce que ce que tu dis reflète bien le fait que plus il y a d'intervenants, plus c'est bon. Deuxième chose, avec la réforme, les internes vont devenir des docteurs juniors. J'ai vu le programme qu'ils leur est proposé. Ils vont manquer de bouffer des heures et des heures de compagnonnage de salle d'opération. Ce d'autant qu'il y a un repos compensatoire, ce d'autant qu'on garde, théoriquement, ils ne pourront pas opérer. Comment peut-on former des chirurgiens en 5 ans alors qu'il y a un retard considérable? Et dans la réforme du deuxième cycle, rien n'est apparemment fait, puisqu'on vient de supprimer la PACES, et qu'il va y avoir donc une sélection progressive. Je pense que pour la chirurgie, il faudrait avoir une option lors du deuxième cycle, pour ceux qui envisageaient de s'orienter vers la chirurgie, pour pouvoir déjà commencer les travaux pratiques. Voilà mon observation. Alors ça, je réponds sur ce point, c'est effectivement une très bonne idée, et c'est un peu le projet qui a été retenu. C'est-à-dire que la 6e année du second cycle, de 6e année de médecine, la dernière année du second cycle, serait une année très professionnalisante. L'objectif est de faire en sorte que les étudiants n'arrivent pas
au terme de l'ECL qui va être supprimé, devant une des 44 portes et choisissent en fonction de leur rang de classement et de leur volonté ou non de changer de subdivision, mais que progressivement, sur une période de 2-3 ans, on teste leur appétence et leur compétence pour des domaines, des groupes de spécialités, dont les spécialités chez le font partie, et ils pourraient commencer justement au cours de cette dernière année de second cycle à entrer dans un précursus chirurgical. Ok, merci beaucoup. Alors, très bref. Très bref. Une dernière remarque, il y a eu quand même une volonté au niveau des plans d'investissement d'avenir, trois derniers, je crois, d'investissement sur la simulation chirurgicale. L'exemple de Samsei, par exemple, à Lyon, mais dans plusieurs autres villes, à Angers, à Amiens, etc. Il y a eu des financements nationaux et je crois que l'importance peut-être du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour piloter, parce que c'est l'ANR qui est derrière ça, et ça pourrait peut-être apporter une dynamique nationale dans ce projet, il y a eu effectivement processus de financement. Il y a eu des financements nationaux de 3 structures de simulation, mais il n'y a pas eu de politique nationale de formation par simulation. Et lorsqu'on interroge Jean-Christophe Paul, au ministère de l'Enseignement supérieur, on lui dit: est-ce que vous avez dans vos tiroirs des projets de formation par simulation dans d'autres domaines que celui des médecins? Il dit non. Est-ce que vous avez en médecine? Il dit non. Et il dit en même temps, si vous arrivez avec un projet global, national, qui couvre tous les aspects de la santé, à ce moment-là, on est évidemment preneur. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, ça aura beaucoup de mal. Bien, merci beaucoup Olivier.